Bon, la team Illustre, merci beaucoup de me recevoir dans vos locaux, ça fait trop plaisir. Très drôle de faire ça comme ça, parce qu'habituellement, je suis dans un vieux visio avec les agences, c'est trop bien qu'on puisse faire ça ensemble. Pour donner un petit peu de contexte quand même, là, l'idée, c'est de faire donc une étude de cas, votre étude de cas, expliquer un petit peu d'où vous êtes parti, où vous en êtes actuellement, là où vous n'êtes pas encore arrivé et quels sont un peu les objectifs, parce que de ce que j'ai compris, il y en a énormément pour vous avoir eu en off et un peu au quotidien. Très rapidement, est-ce que déjà ce qui pourrait être sympa pour les personnes qui vont voir la vidéo, c'est de vous présenter tous les deux, parce que vous avez deux visions très différentes. Quel est votre rôle dans Illustre? Pourquoi Illustre, tout simplement? Voilà, je vous laisse un peu la main là-dessus, puis après je vous pose pas mal de petites questions, quoi. Ok, et du coup on est tous les deux associés. Donc moi c'est Louis. Déjà bienvenue dans nos locaux. Déjà Merci. c'est plaisir, c'est marrant de pouvoir afficher le logo du charbon C'est excellent. sur le mur de notre studio et tout, c'est marrant. Ouais. Donc voilà, avec le merch et tout. Moi c'est Louis, donc je suis associé de team sur l'agence Illustre, Ouais. qu'on a créé il y a à peu près un an. Enfin on reviendra de toute façon après sur l'agence. Mm. Et moi, du coup, de mon côté, pour parler t'as demandé de parler du rôle. Mon rôle, c'est plutôt sur tout l'aspect delivery dans l'agence, relation avec les clients, production des vidéos, voilà, tout l'aspect vraiment production, quoi, on va dire. C'est ça. Et puis moi, du coup, c'est Timothée. Bienvenue, Steve. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci. Comme si on n'avait pas parlé 2 heures avant. Hein, mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais du coup, voilà, moi, c'est Timothée. Donc, je suis associé de Louis, comme il l'a dit. Et moi, mon rôle, c'est vraiment plutôt l'acquisition. Donc, moi, je suis en gestion de tout ça. Et puis après, on a aussi des fonctions qu'on partage, on va dire. Par exemple, la vision d'entreprise, le développement du produit, etc. C'est des trucs qu'on partage tous les deux, l'offre. Mais dans la vie de tous les jours, moi, c'est plutôt acquisition et lui, c'est plutôt delivery. Top. Et en termes d'activité pure, Illustre, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Si vous avez un peu de storytelling aussi à donner, moi j'adore ça. Tu veux raconter? Alors, pourquoi on a appelé Illustre? Ouais. Alors là, en vrai, c'est tout con, hein. Enfin, en mode, nous, on voulait juste trouver un nom qui contienne le L de mon prénom et le T de son prénom. Et du coup, qui fasse un peu sens avec ce qu'on faisait. Ouais. Et du coup, on est tombé sur Illustre et on s'est dit que ça faisait sens. En vrai, de deux manières. À la fois parce que du coup, nous, via le podcast, parce que du coup, Illustre, c'est une agence de production de podcast. Ouais. On pourrait revenir un peu plus précisément sur notre offre, mais voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Et du coup, nous, ce qu'on dit un peu, c'est qu'on rend les gens illustres. Et même sur notre site, tout en haut, il y a la définition du mot illustre du Larousse, qui est... c'est quoi déjà la définition? Mec, c'est qui Qui est connu voilà, pour qui est- voilà. des faits des extraordinaires. faits ou des mérites Mmh. extraordinaires, quelque chose Voilà. comme ça, ouais. Ok. Du coup, En fait, un peu c'est la une double promesse, définition. Il y a la double définition. Illustre, c'est du verbe illustrer. Donc, il y a aussi ce côté-là, voilà, on illustre un petit peu les gens, etc. On fait des vidéos. C'est Et ça. il y a aussi le côté illustre, être illustre. Donc, voilà, c'est quoi. quelqu'un, C'est ça, ouais. voilà, par exemple, on dira qu'un personnage historique qui est important, on dira de lui qu'il est illustre. Donc, voilà, c'est un peu le double sens qu'on aimait bien. En plus du L et du T qui étaient dedans, ouais. Et puis, comme c'est un mot un peu soutenu, tu vois, genre personne dit illustre dans la vie de tous les Ouais. jours, et que nous, on travaille avec des ICP qui sont un peu haut de gamme, ça collait aussi pas mal, quoi, là-dessus. C'est C'est terrible. En fait, ce qui est drôle, c'est que le mot, le nom de l'agence a pris encore plus de sens C'est vrai. avec le développement. Au début, en fait, on n'avait pas du tout pensé à tout ça, et même initialement, je crois que de base, Illus, c'était juste parce que de un, ça sonnait bien, de deux, il y avait les deux lettres du prénom, et on pensait à illustrer, en fait, c'était plutôt l'idée. Ouais, en mode Et montage vidéo, quoi. C'est ça. Mais en fait, plus le temps est passé, et plus on est à commencer à travailler avec un certain type de clients qui justement voulaient devenir illustres. C'était des Ah gens oui. qui étaient plutôt connus, des personnalités médiatiques, etc. Donc ça avait d'autant plus de sens, en fait. Non, mais c'est génial. Moi, j'adore. Je demande tout le temps même dans toutes les études de cas, je demande les raisons de pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que ça fait sens. Et c'est quoi qu'on Et- dit en général, du coup? En fait, c'est marrant parce que le truc du nom, ça revient quand même pas mal souvent quand c'est un double associé, double fondateur, double fondatrice. Bon, quand il y en a trois, ça devient un peu compliqué parce que Ouais. sinon ça Ouais. devient une phrase, quoi. Mais donc ça arrive et j'aime bien aussi quand dans le nom directement de la marque et du nom d'agence, on retrouve directement le delivery. Qu'est-ce que ça propose? Là, on se doute bien qu'en fait, illustre. Comme tu le disais, ça illustre vraiment les propos. C'est hyper propice au podcast à des personnes qui sont philanthropes, mégalos, qui ont envie aussi de débattre, d'amener, enfin, qui sont des key opinion leaders, qui ont besoin d'amener des sujets d'expertise, etc. Donc, je trouvais ça hyper pertinent. D'ailleurs, pour conclure juste sur le sujet Ouais. du nom, une info un peu marrante, c'est que Tim, il a renommé sa holding Santid. Donc, Ouais. c'est un espèce de mélange de lettres de son nom de famille, Oui, qui est De Santis. Et du coup, moi, j'ai suivi, et ma holding que j'ai créée juste après, je l'ai nommée Arcol.
parce que c'est un mélange de mon nom de famille c'est Carole. Oui. Et Arcole, c'est aussi une grande bataille de Napoléon. Enfin voilà, ça faisait un peu sens aussi. Ça, c'est On en parlera en off. Hein. Ouais, là, on peut faire carrément des épisodes style Stéphane Bern. Ah, vraiment. Sur Ne l'histoire. nous lance pas. Non, mais moi, je suis très Contre friand de ça. l'Autriche, en défense de l'Italie. Voilà, moi, je suis italien et tout, donc. Trop bien. Mais non, ça, ce sera dans un second épisode. Mais en tout cas, trop intéressant. Ça, j'aime beaucoup. Petite question rapide, un peu d'un point de vue positionnement. Qu'est-ce qui fait que vous lancez Illustre au-delà du fait que vous fassiez du podcast, de ce type d'offres, etc. Maintenant qu'on a un peu le storytelling, qu'est-ce qui fait que vous dites ok, il y a un sujet, parce que c'est pas tout le monde qui lance des agences, surtout à deux comme ça. Enfin, c'est quoi un peu votre histoire? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez à lancer une agence ensemble et en fait il y a pas si longtemps que ça, parce que vous nous avez rejoint, que ça faisait quelques mois que vous l'aviez. Ouais. Ça vient d'où? En fait, je crois qu'il faut raconter déjà un peu plusieurs étapes. Hein. Ouais. En fait, nous, initialement, on avait un premier projet ensemble, un projet de média que Louis avait créé, que j'ai ensuite rejoint et puis qu'on a développé ensemble. Ok. Et ensuite, suite à ça, on a décidé de s'associer et Illustre est né. Mais à l'époque, en fait, Illustre Ok. n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. À la base, Illustre était une agence de montage vidéo. Ensuite, on est passé, on appelait ça la Illustre V1. Ok. C'était en gros le Illustre montage vidéo, Illustre zéro marge, Illustre au bord de la faillite, Ouais. Illustre 4 associés. 5K par mois. Voilà, c'était un horrible. En salarié, fait. Voilà, c'est ça. Je sais Horrible. même pas comment on tenait. Et puis après, du coup, on a eu la Illustre V2, qui était en gros la version charbon. Ok. Quand on arrive dans le charbon, voilà, il y a Illustre V2 avec une meilleure offre, etc. Et ensuite, il y a Illustre V3 qui est Illustre Podcast, en fait. Et il y a eu Illustre VF un jour ou? Je sais pas, dans une entreprise, pour moi, Ouais. faut pas forcément de VF, quoi. Mm. Faut qu'il y ait des V3, V4, V5 et tout. Ouais. Bah, ici, on a pas mal d'entreprises. J'avais discuté avec une des entrepreneuses ici qui me disait que tous les ans, limite, elle avait une nouvelle version de sa boîte Ouais. et que c'était pas un problème, en fait. C'est Oui. aussi, juste, tant que là, ce qui est bien, nous, avec la V3, c'est qu'on commence quand même à se fixer sur une espèce d'offre dont on pourra reparler qui est, quand même assez précise et qui est claire et qui nous correspond vraiment. Ouais. Et là, on sent qu'on va pas trop en dévier non plus. Après, Ok. je pense que dans les prochaines versions, ça va plutôt être ajouter des services, ce genre de choses, mais pas forcément enlever ou dévier de ce qu'on fait actuellement. Ouais, c'est clair. Non, et puis t'as raison, ça permet aussi d'avoir une mentalité qui va très vers l'avant. Parce que, en fait, considérer qu'il y a une VDF et une VF, ça voudrait dire que, en gros, c'est la version définitive Bah oui. Ouais. et qu'il n'y a plus rien après, Ah donc oui, ça fait grave sens. Et Mais, juste sur l'historique, pour compléter un petit peu, c'est que en gros, nous, on avait créé ce média-là, et en fait, on avait un peu en tête d'essayer de faire un espèce de business model autour du média, Ok, en se disant un business model un peu style crayon, un peu qui est aujourd'hui repris aussi par pas mal de médias, de se dire on a un média et en parallèle on va lancer une agence qui utilise les compétences du média pour les vendre à d'autres gens ok, et pour rendre le tout rentable. très clair. C'est ce que fait le crayon avec l'agence Le Surligneur par exemple. Sauf que au final nous en fait on a lancé l'agence et le média en parallèle marchait moins parce qu'en fait nous c'était un média spécialisé sur l'Europe Ouais. et qu'après à partir des élections européennes donc en juin 2024 ça intéressait beaucoup moins de gens y compris nous d'ailleurs et du coup on a un peu lâché le truc et on s'est concentré sur l'agence quoi. Trop clair. C'est ça. Et du coup, petite question, parce qu'il y a forcément une rupture ou en tout cas une phase de transition dans tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez l'agence, vous vous dites, OK, là, il faut qu'on se fasse accompagner. Et pourquoi nous après? Enfin, ça, on en parlera un peu plus profondément, mais qu'est-ce qui vous fait dire à un moment donné, OK, il faut qu'on se fasse accompagner, on va commencer à regarder un peu à droite à gauche, qu'est-ce qui se propose, quel accompagnement, etc. C'était quoi un peu les difficultés, si vous en aviez, hein, parce que souvent ça part de ça, mais c'était quoi la volonté que vous aviez? Elles sont nombreuses. Hein. Ouais, en fait, je pense qu'on va faire assez court sur cette partie-là, mais on va abréger beaucoup de difficultés. En fait, déjà, initialement, comme on l'a dit, il y avait la Illustre V1, Ouais, qui était vraiment catastrophique en termes Ok. de chiffre d'affaires, etc. En fait, ça reposait, en fait, l'acquisition, si tu veux, c'était du Fiverr. En fait, Et- il prend une vidéo de Clément qui dit ton agence fait ça, et c'est Ouais. que des trucs mauvais. Bah nous on faisait tout genre. Voilà. C'était Ce vraiment qu'il fallait horrible. pas faire, on le faisait. C'était terrible. dédicace à Clément. Et puis en plus, en supplément, tu rajoutes des galères d'associés, Ouais. plein d'erreurs en fait que tu fais au début, Ouais. tu Ouais. vois. On avait Et, pris des associés qui on n'aurait pas jamais dû les prendre, ça n'avait aucun sens. Ouais, c'est ça. Et au final, même eux, enfin, on s'en est rendu compte ensemble. Hein, c'était même pas une décision, enfin, c'était une discussion collective au final. On s'est Ok. dit, bah, finalement, on n'a rien à faire, on n'a rien à faire ensemble. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement au final. Ok. Et du coup, pendant toute cette période-là, c'était assez compliqué. Surtout, quand on a eu cette histoire avec nos associés, là, on est passé pas loin en vrai de la rupture, hein, je pense quand même. Hein. Ça aurait Mhm. pu être très chaud à ce moment-là. Et c'est justement suite à ça qu'on prend le charbon. Ouais. D'ailleurs, peut-être qu'on peut faire une confidence. Hein. Quand on s'est engagé sur le charbon, on avait 2 cas sur le compte, on a payé 1500, et on Ouais. avait plus que 500 balles sur le compte. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc là, on était en mode bon, il y a Et moyen, on était là en mode bon, on Une encaisse autre ça, on connerie encaisse qu'on avait ça. fait, c'est que juste avant de prendre le charbon, Mm. on avait payé une web app 3000 balles Ouais.
pour avoir une web app interne de la boîte qui au final ne sert pas parce qu'en fait comme le produit a tellement évolué entre temps, Oui. en fait la web app toutes les semaines on leur disait faudrait modifier ça et au bout d'un moment ils nous ont dit bon les gars revenez vers nous quand vous avez une version définitive de votre produit, comme ça on fait une web app adaptée parce que là ça changeait tout le temps. Du coup on a lâché 3K dans le vide, ce qui à l'époque représentait quand même beaucoup pour la taille de la boîte qu'on était et du coup voilà, on a pris le charbon, comme tu as dit, on avait pas du tout les 9K, parce qu'à l'époque, c'était 9000 pour nous, pour payer tout le charbon. On s'est juste trust sur le fait que ça va marcher et que, in fine, on pourra assurer le paiement. C'était quand même un gros risque en vrai. Hein. Alors que j'y repense, c'était un risque. C'est un gros risque, mais aussi, en fait, si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre, tu vois. Enfin, c'est un peu la mentalité charbon aussi, et c'est pour ça aussi que je pense qu'on est aussi proche, même avec vous, qu'on voit aussi au quotidien ce que vous êtes capable de faire. C'est un peu le jeu aussi de l'entrepreneuriat. Et je pense que quand tu veux gagner un jeu, faut respecter les règles aussi. Donc c'est un peu ça. Et je disais aussi que derrière, c'était sympa de voir ce que vous êtes à l'heure actuelle, ce que vous devenez, parce que je pense qu'il y a des très belles choses qui se profilent. On en a déjà pas mal parlé en off tous les trois. Mais voilà, hyper intéressant d'avoir aussi cette anecdote, parce que pour le coup on l'avait pas du tout. Moi je me rappelle quand vous nous avez rejoint que vous étiez hyper engagé, hyper content et tout, mais c'est des choses que on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Voilà, on avait vraiment pas le choix. Mais en fait, nous on était convaincus par le charbon, mais juste on avait vraiment pas l'argent. Et au début vous nous disiez que c'était tout le paiement en amont. Donc nous on avait vraiment pas les moyens. Après on s'est arrangé sur le paiement divisé en 6 mois. Et du coup là on se disait que c'était faisable mais que ça allait être quand même short. On savait que là on jouait quand même quelque chose. Donc c'est pour ça qu'au début on était très très motivés. Après bon, on savait aussi qu'on allait pouvoir payer le deuxième et le troisième mois parce qu'on avait des prévisions d'encaissement, donc en théorie ça devait aller. Mais quand même, il fallait quand même qu'au bout d'un moment on signe des nouveaux trucs. Voilà, mais ça s'est quand même révélé être au final les gens qu'on devait encaisser, finalement ça a été repoussé. Donc en fait on n'aurait même pas pu payer en fait en temps et en heure. Donc heureusement qu'on s'est bien relevé. D'ailleurs bon, on aura l'occasion d'en parler. Mais le mois de septembre, le premier mois qu'on fait dans le charbon, le premier c'était en août, mais en vrai le premier mois effectif c'était en septembre. C'est vraiment un mois où on a explosé, mais très très rapidement. Et du coup, pour expliquer comment on en est arrivé au charbon aussi, c'est que, nous, du coup, voilà, comme on a dit, au niveau de la boîte, on faisait tout mal. C'est-à-dire qu'on déjà, on avait un salarié alors qu'on faisait en moyenne 5000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, déjà, c'était n'importe quoi. On se payait pas, on bradait nos prix, on n'avait pas d'offres, on n'avait pas de niche. Enfin, la niche c'était la vidéo, mais sinon on faisait à peu près tout dans la vidéo, on acceptait tout. On n'avait aucune posture. Enfin, en vrai, tout allait pas du tout comme le charbon le conseil, quoi, vraiment l'inverse. Comment on en est arrivé au charbon? Moi, je pense qu'on a commencé à consommer un peu les contenus que vous faisiez sur les réseaux, sur LinkedIn, je pense. On est tombé sur Matisse en fait. Et moi, souvent. Et moi, je me suis maté toute la série Road to 100K. Et j'étais en mode putain, mais en fait, faut qu'on fasse ça. Genre, faut qu'on. Enfin là, on est des merdes. Genre, faut qu'on. En fait, je me rappelle que rien qu'en consommant le contenu gratuit du charbon, on avait déjà bien évolué. En fait, on a refait notre offre, on s'est rendu compte qu'on avait merdé partout. Et rien qu'en consommant le contenu gratuit, on avait déjà métamorphosé l'offre. Mais en fait, c'est pour ça quand tu dis que quand on est arrivé dans le charbon, tu pensais qu'on était déjà carré et tout. En fait, c'est parce qu'on avait déjà genre 2 semaines avant transformé l'offre, mais grâce au contenu du charbon en fait. Tu nous aurais vu 3 semaines avant, c'était terrible. Vraiment, c'était vraiment terrible. Du coup, quand on est arrivé avec l'offre genre spécialisée sur les intellectuels, etc. Ça, c'est un truc qu'on venait de faire en fait, mais qu'on n'avait jamais appliqué du tout avant, quoi. Juste grâce au contenu du charbon, quoi. C'est ça. C'est hyper intéressant. Moi, franchement, ça, c'est le genre de truc que j'adore parce que, en fait, il y a deux choses. Il y a la vision de comment l'agence, quand elle nous rejoint, nous voit. Donc, c'est-à-dire que, à quoi ressemble le charbon dans les faits. On les voit poster sur LinkedIn, on les voit poster sur YouTube avec notamment la série Road to 100K avec Matisse, etc. Maintenant, comment ils se comportent réellement et tout. Mais il y a aussi la phase inverse de nous qui sont un peu au départ les bons élèves du charbon. Et en fait, des fois, c'est pas du tout le cas. Ou alors, des fois, justement, on s'attend à ce que les personnes soient hyper carrées, délivrent, et en fait, ça churn et on les voit plus pendant 2 mois, 3 mois. Et c'est ça qui est hyper intéressant de voir un peu les tenants aboutissants. Et c'est quelque chose qu'on apprend que maintenant. Parce que même je crois qu'on s'était fait un R1, R2, si je dis pas de bêtises. Et ça s'était fait plutôt vite de votre côté. Je crois que vous étiez vraiment hyper, en fait, on avait engagé, déjà eu un autre gars avant. On avait eu, comment il s'appelle? Jean-Eudes. On avait eu Jean-Eudes avant. En fait, ça faisait un moment qu'on tournait autour du charbon. Et la première fois, on avait décliné. Quand on avait eu Jean-Eudes, on s'est dit, bon, c'est pas le moment, on a vraiment pas l'argent. Et après, quand on s'est revu, là, je crois qu'on était un peu plus confiants. Bon, ça a été quand même en vrai, c'était un peu une décision à chaud quand même, hein. On est vraiment passé de, on le fait pas, on le fait en un jour, quoi. C'est ce que j'avais cru comprendre. Et en fait, je pense que ce qui vous a aidé aussi, c'est qu'à l'époque, je suis CSM, donc très proche des agences. J'ai un discours qui est beaucoup plus dans l'anti-vente, qui est beaucoup plus
comment est-ce qu'on vous accompagne, comment est-ce qu'on vous suit, comment est-ce qu'on vous donne les bonnes billes entre guillemets pour aller chercher ces objectifs. Je pense que c'est aussi un discours qui vous a rassuré et trop content d'avoir avancé là-dessus. Et du coup, forcément, transition un peu logique, mais qu'est-ce que vous tirez de tout ça? Enfin, même si là, vraiment, je pense que vous êtes à 10-15% de ce que vous avez, de ce que vous pouvez faire en vrai. C'est quoi un peu déjà les retombées, les quick wins où vous êtes content? Si vous en avez, hein. On en a plein, hein. Ouais, On commence par quoi? Chiffre d'affaires, marge, ouais, réseau. Sur quoi le charbon nous a aidé le plus? Je pense que c'est, bon, en fait, il y a deux trucs. Déjà, il y a on va dire la mentalité, le coup de boost, déjà le fait d'avoir des coachings souvent, d'avoir les événements, de voir des posts sur School, des gens qui font des celebrates, qui disent nous on a fait ça, etc. Ça motive quand même beaucoup, tu vois. Genre quand t'es peut-être dans une phase un peu démotivée ou autre, en fait tu branches sur le School du charbon, tu vas dans un coaching et tout de suite t'es reparti de Je me rappelle du mois de novembre, justement, Louis qui m'envoie, on était genre le 12-13 novembre, il m'envoie mec, c'est pas possible, parmi les agences de vidéo, on est les derniers, on a signé le moins d'argent, Wilson il a signé tel montant, les Talbot ils ont signé tel montant, on est à la traîne, là on se dépêche et tout. Et au final, on a fait un gros mois. Enfin, je sais plus si c'était novembre. C'était octobre plutôt. C'était octobre. Ouais. Mais justement, on était à la traîne et tout. Non, c'était septembre, je crois. En gros, on était tous rentrés en août. Et en septembre, on était à la traîne. Et finalement, septembre, c'était le mois où on a fait 45K, qui était en gros notre plus gros mois signé. Ouais, au début, on était là. Mais du coup, on s'est motivé à partir de ce moment-là en se disant, mais c'est pas possible, en fait. Ah oui, c'est pas possible qu'on soit les derniers. Du coup, il y a l'aspect mentalité. Ouais, c'est la mentalité. Et après, après il y a tout l'aspect, je pense, vente, acquisition. Nous, en fait, c'est quand même nos plus gros pain points quand on est arrivé. C'était vraiment, on savait pas faire de l'acquisition. Nous, et encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a des méthodes et tout, mais aujourd'hui, la majorité de notre chiffre d'affaires, ça vient de notre réseau. Donc après, on a aussi réussi à leverage un peu le réseau grâce au charbon aussi, et grâce à des techniques, le Powerlist, etc. Donc ça nous a aidé aussi là-dessus. Mais c'est vrai que là où le charbon nous a aidé, c'est quand même sur l'acquisition, sur voilà, le fait d'aller chercher, faire là, Tim, il est hyper branché cold call en ce moment. Donc voilà, ça c'est des trucs, je pense que sans le charbon, on l'aurait fait peut-être 2 ans après, quoi. Donc ça a aidé beaucoup là-dessus. Et après, je pense, moi en tout cas de mon côté, c'est peut-être tout l'aspect structuration, genre déléguer à des freelances au lieu d'arrêter d'avoir des salariés, prendre des freelances, organiser une équipe, ce genre de choses, quoi. Et puis il y a aussi le sujet offre. Hein. Le sujet offre, en fait, nous, c'est vraiment ça qui a tout changé. En fait, auparavant, déjà, comme disait Louis, on bradait nos prix. On n'avait pas d'offre précise, on faisait du sur-mesure. Quand on arrive au charbon et qu'on écoute un petit peu rien que voilà ce qu'on dit dans les coachings, etc., on comprend que déjà il faut des offres qui soient précises, qui bougent pas, qu'on vend en pack, qui sont beaucoup plus simples et surtout qu'on vend cher. Il faut réduire aussi le scope de ce qu'on fait au minimum, là où on est le meilleur, quoi. C'est ça. Se concentrer, ça c'était un truc qu'on se disait au tout début avant de prendre le charbon, c'était en mode se concentrer sur notre zone de génie, quoi. Du coup, c'est dans cet esprit-là qu'on a construit l'offre avant même de rejoindre le charbon, mais grâce au contenu du charbon et c'est aussi dans cet esprit-là qu'on l'a fait évoluer pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Puis il y avait aussi un sujet très important, c'était aussi comment dire, le tracking financier un petit peu que nous on n'avait pas du tout auparavant. Pilotage, en fait avant d'arriver, on ne réfléchissait même pas à la marge. En fait, on savait pas ce que c'était, on savait ce que c'était, mais on n'y réfléchissait pas. Donc en fait, on vendait des prix, on se disait bon, ça coûte combien à peu près? Bon, on lui donne tel prix, tu vois. Et dès que le mec négociait, en fait, vu qu'on savait pas pourquoi on avait mis ce prix, on acceptait de baisser les prix. En fait, on a des freelances à plusieurs, quoi. C'est ça. Donc en fait, c'est le pire. C'est même pas un freelance boosté, c'est vraiment plusieurs freelances dans une entreprise qui payent plus d'impôts, qui a plus de charges. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est vraiment un enfer. Et du coup, quand on est arrivé dans le charbon, on a commencé à comprendre pourquoi on mettait tel prix. On se disait bon, en fait, ça va nous coûter tel prix si on délègue. Donc nous, on vise telle marge parce que c'est la marge brute dont on a besoin pour après, payer nos coûts fixes, avoir des coûts variables pour acheter du matériel, payer des fondateurs, avoir un minimum, quoi, et qu'il reste un peu de thunes dans la boîte à la fin et pouvoir faire des investissements. Et donc en fait, on savait pourquoi on avait ces prix. Et moi, c'est un truc maintenant avec lequel je suis confortable. Quand je négocie avec un client, je lui dis c'est tel prix. Et si le mec me négocie, je dis mais non, moi je peux pas. En fait, je sais pourquoi j'ai ce prix-là, en fait. Je pense qu'un truc où le charbon a beaucoup aidé, c'est avoir les couilles de mettre des prix qui nous semblaient élevés. Et qui aujourd'hui nous semblent plus si élevés. Mais je pense que avant le charbon, si on nous avait dit qu'on allait vendre un épisode de podcast 2000 balles, par mois, tu vois, pour un épisode, on se serait dit, mais. Non, vous êtes tarés. Fou, genre, personne va acheter ça. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, on se dit 2000 balles, c'est genre, moyen milieu de marché, quoi, tu vois. C'est vrai, ouais. C'est ça. Ça nous a aussi permis, moi, je sais qu'avant d'arriver au charbon, en fait, nous, notre acquisition de base, elle reposait en grande partie sur Fiverr. Ça, c'était vraiment la Illus V1, c'était vraiment terrible. Donc, tu vois, c'est vraiment, c'est le truc des freelance, quoi. Donc c'est Fiverr, et puis après c'est les gens de Fiverr nous conseillent un pote à eux, etc. Et donc c'était comme ça qu'on faisait de l'acquisition. Et le problème avec ça, c'est que du coup, les gens de Fiverr, ils ont pas de thunes. Et donc en fait, résultat, c'est qu'on se retrouvait à négocier. Et du coup, en fait, tu faisais des vidéos, nous on faisait des vidéos de 10 minutes, on les vendait combien à Incha, là? Enfin, j'ai name drop, mais je sais pas, 100 balles. En gros, on faisait des vidéos de 10 minutes à 100 balles, et on payait un salarié pour nous faire des vidéos à 100 balles. Tu vois, on vendait du montage à la minute, genre. C'est un enfer.
Ah Enfin, oui. tu sais, on partait de loin, on partait de loin. Ouais, c'est vraiment un Et enfer. puis en fait, nous, je pense qu'aussi, comme on était broke à l'époque, tu vois, Ouais. on réfléchissait comme des gens broke et Ouais. comme des particuliers. On se disait, les gens qui vont acheter le truc, c'est des gens, voilà, ils ont un salaire, bon, il leur reste un peu de sous à la fin du mois et ils doivent Ouais. payer des vidéos, tu vois. Bah Alors, oui. en fait, non, les gens qui achètent nos trucs, c'est des entreprises qui ont des budgets pour ça et voilà, qui Ouais, c'est lâchent ça. de la vraie thune, quoi. Ouais. Et Ça, c'est vraiment un truc qu'on a appris avec le charbon. Après, on l'a aussi appris avec l'expérience à côté du charbon. Ouais, ouais. Mais le charbon a bien Oui. aidé. C'était vraiment un déclic. Non, Et- je me rappelle quand même, il y a plusieurs fois où on a eu des Ouais. coachings ou tout, et nous, on arrivait en disant, bon, les gars, là, c'est pas possible, nos prix sont trop chers, personne ne veut les Ouais. acheter. Ouais. Et t'as Clément qui était là en mode, Les gars, non, vous êtes non, pas vous- chers. Vous laissez vos prix. Ouais, ouais. Ça, je me rappelle. Un jour, justement, on avait commencé à remettre en question. On a fait une erreur, en gros, à l'époque. C'est qu'on était un peu obsédé par Matisse. Mais comme tout le monde, en fait, bah, tous les gens comme qui tout le achètent le monde, charbon. ouais. Et du coup, je me rappelle que Louis avait vraiment remonté toute la page Enigui. Il avait lu tous les posts de Matisse depuis le début, littéralement. Et donc, en gros, pour voir tout le chemin parcouru, et il me disait, mec, Matisse, en fait, il y a 2 ans, il vendait la vidéo 50 €, on doit commencer comme ça. En fait, Et- ça, c'est parce que, voilà, moi, j'avais dans l'esprit de me dire, faut pas s'inspirer des gens qui t'inspirent, faut pas t'inspirer d'eux maintenant, faut t'inspirer d'eux au début, parce que si C'est ça. t'inspires d'eux maintenant, bah, eux, ils font ce qu'ils font maintenant parce qu'ils sont ce qu'ils sont maintenant, mais C'est ça. toi, t'es pas comme eux, donc. Et du coup, en gros, la logique, c'était un peu de se dire, bon, à l'époque, tout le monde a galéré avec des prix bas, peut-être qu'il faut qu'on brade les prix. On l'a dit à Clément nous a dit, non, mais les gars, c'est de la merde. En fait, Matisse, quand j'ai commencé à l'accompagner, il était dans la merde. Et donc, justement, je l'ai fait sortir de la merde. Donc, moi, mon but, Ouais. c'est que là, vous ne passiez pas par cette même étape, où en gros, il a charbonné, il était complètement dans l'opérationnel, il avait des prix misérables, il se payait pas, etc. Voilà, il nous a dit, vraiment, on va vous faire passer cette étape. Et effectivement, c'est bien parce que depuis, en fait, on n'a jamais baissé nos prix, en fait, depuis cette époque-là. Non. On a fait que les augmenter, en Que vrai, augmenter, ouais. petit à petit. Et du coup voilà, bah, ça c'est vraiment un gros point. Je pense vraiment même c'est peut-être même le truc le plus important, Ouais, ouais. parce qu'en fait même si effectivement on a encore aujourd'hui des problèmes d'acquisition auxquels on remédie et c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, Bah oui. et ben il y a le sujet qui a vraiment tout changé, c'est l'offre. Parce qu'en fait on a eu plein d'opportunités. Et ces opportunités-là, on les aurait pas traitées de la même manière si on n'avait pas une offre et une bonne conscience des prix. On aurait accepté des prix plus bas, on aurait mal pricé, on n'aurait pas su un peu quelle était notre valeur. Et donc là, ça aurait été problématique. Donc En je fait, pense que c'est vraiment, là on qu'on s'est a gagné rendu l'argent. compte du fait que peu importe le prix que tu mettras, tu trouveras des gens qui accepteront ce prix-là et du coup, juste, Oui. tes prospects s'adapteront au niveau de prix de ton offre, en fait. C'est ça. Ouais. Et il y a même pire que ça. C'est que peu importe à quel point tu baisseras ton prix, il y a des gens qui diront non. Ah oui, Ouais, Tu vois, sûr, bien en sûr, fait, c'est c'est ça. vrai. C'est que peu importe à combien tu vas fixer d'un point de vue haut à une grosse échelle, Mm. tu seras acheté. Mm. Mais de la même manière que peu importe à quel point tu vas faire un effort, t'en as qui continueront de ne Ouais. pas t'acheter. Et donc, je pense que c'est encore pire cette vision. Mm. C'est de se dire, en fait, dans ce cas-là, autant fixer un prix dans lequel je suis à l'aise et Ouais, qui c'est me permet d'aller chercher mes charges, d'aller payer un maximum de trucs, d'avoir un pilotage sain. Et en fait, le problème, c'est quand tu ne sais pas fixer ta valeur, tu ne sais pas ce qu'il y a de la valeur. Mm. Et ça, en fait, c'est même pas une question d'intelligence intrinsèque, c'est une question de positionnement et c'est une question de posture. Parce qu'en fait, vous arrivez en mode, putain, on est nobody, on fait quoi? Est-ce qu'on a le droit de pricer ça? Oui, Ouais. totalement. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont vous acheter pour ça, que Bien vous sûr. allez délivrer. C'est pour ça que nous, on a tendance à dire, augmentez vos prix, mais augmentez votre delivery. Mm. C'est ce qu'on fait dans le charbon Ouais, c'est ça. essentiellement, tu vois. Bah, c'est ça. En fait, évidemment, quand nos prix ont augmenté, il y a aussi la qualité du delivery qui a Bah oui. largement augmenté. Bah oui. On fait un bien meilleur travail qu'on en faisait à Edus V1, Edus V2. Aujourd'hui, Et justement, parce qu'on rentrait plus de thunes et C'est du ça. coup, on avait les moyens de payer des meilleurs prestats, de C'est payer ça. des et en plus, on matos, était plus motivés. Il y avait aussi ce truc-là de avant, quand tu travailles et que tu sais que tu travailles pour 0 € qui va tomber dans ta poche, t'as pas envie de enfin, t'es moins motivé, tu vois. Bah oui. T'as une motivation, mais elle est éphémère. Donc maintenant qu'on sait que voilà, on a de la thune qui va aller pour nous, qu'on a de quoi se payer des prestats, qu'on va pas être short, c'est qu'on va pas devoir négocier avec des prestats pour avoir les prix les plus bas, ben, c'est beaucoup plus confortable. Et nos clients, ils sont hyper satisfaits aujourd'hui. Et en termes de rétention un peu LTV, est-ce que vous avez vu un petit truc un peu game changer par rapport à avant? Est-ce qu'avant, vous aviez déjà une bonne rétention, des bonnes reconductions? Ou est-ce que vous avez le sentiment que d'avoir un meilleur delivery, c'est aussi quelque chose qui accentue la reconduction naturelle et tout, quoi? Je pense que, bon, déjà, on a une meilleure rétention évidemment qu'avant parce que je pense qu'on n'a pas perdu de clients, en tout cas pour des raisons de mauvais delivery ou autre depuis. Ok. Genre, je pense que le seul client qu'on a perdu, en fait, on l'a pas, enfin, depuis qu'on a rejoint le charbon, on l'a perdu parce que, en fait, c'était juste qu'on avait une mission temporaire définie sur 5 semaines Oui. et qu'après, ils avaient d'autres besoins qu'ils ont comblés par nous, qu'on comblait pas totalement, mais ils avaient pas le choix parce que c'était une urgence. Et après, ils ont repris leur modèle. En fait, eux, il leur faut quelqu'un en interne. Et on leur a dit, bah, vous, il vous faut quelqu'un en interne, prenez quelqu'un en interne dès que vous pouvez, et voilà. Ok. Mais donc, à part ça, on n'a pas perdu de clients. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Et mais en fait, avant ça, on n'a pas non plus tant perdu de clients pour des raisons de delivery. Mais je pense que la raison pour laquelle on ne perdait pas trop de clients avant, c'était pas forcément qu'on délivrait bien, c'est juste qu'on n'était pas cher. Ouais, on était les Alors moins chers du qu'aujourd'hui, marché. je pense que les clients, ils restent surtout parce que la presta est bonne et qu'ils ont des résultats, quoi. C'est ça. Bah oui. C'est ça. Et c'est là où, en fait, c'est le meilleur des deux mondes parce que
vous prenez le meilleur des deux mondes. En fait, c'est marrant parce que vous êtes passé on prend le pire des deux mondes. Ouais. C'est-à-dire, on prend tous les inconvénients sans les avantages à prendre tous les avantages c'est ça. en laissant un maximum d'inconvénients, parce que Quelqu'un quelqu'un qui te dit qu'il a plus d'inconvénients, c'est pas vrai, ou alors c'est qu'il entreprend pas vraiment, mais c'est hyper intéressant. Et vous, est-ce qu'en termes, parce que vous avez parlé de ça, mais c'était un peu subliminal, mais est-ce qu'en termes de mindset, vraiment posture, c'est quelque chose qui vous a aidé? Vous vous sentez beaucoup plus confiant, même quand notamment toi, Timothée, qui est sur les call calls, parce que ça, en fait, c'est beaucoup de confiance, tu vois. Ouais. Je sais Non, pas c'est si clair. Mais non, mais il y a une différence nette. En fait, avant, je me rappelle que quand on faisait, déjà, en fait, il y a des trucs. Je me rappelle qu'avant, quand on faisait un appel de vente, déjà, on pouvait être deux dans l'appel. Ouais. Ça, c'est hyper, en termes de posture, c'est terrible. Je me rappelle. C'est complètement terrifiant parce que ça veut vraiment dire que l'autre mec n'a rien à branler et qu'en fait tu n'as pas de client. Donc le client il te prend pour une merde. Donc ça a bien changé. Aujourd'hui tu vois jamais Louis va se ramener parce qu'en fait c'est même pas qu'on fait semblant, c'est juste que Louis est occupé. Vraiment il n'a pas le temps, il a du travail et du coup voilà c'est juste nos agendas sont beaucoup plus occupés qu'avant. Mais oui même en termes de posture en fait maintenant un client quand je vais lui parler et qu'il va me dire écoute ton prix il est trop cher, je vais me dire bon bah en fait ça vaut pas le coup que je travaille avec toi. C'est surtout ça. C'est je me dis bon bah écoute si tu veux brader des prix, moi je vais pas descendre mes prix, je vais pas baisser ma marge. Par contre ce qu'on peut faire c'est à la limite je te mets une prestation moins bonne. Je t'enlève ça, Moi je vais faire des économies sur mes prestats donc je peux me permettre de te faire un prix. Mais par contre ça va évidemment avec une baisse de la qualité de la prestation. Ça à l'époque c'était pas le cas. Hein. À l'époque c'était on garde le meilleur niveau de la prestation et juste on baisse le prix parce que vas-y sinon il paye pas. Pire, c'est aussi parce qu'on avait besoin d'argent. Aujourd'hui en fait on sait que même si demain on fait plus du tout d'acquisition, on a des clients réguliers en MRR qui nous permettent de survivre. C'est pas bon, hein, mais on survit, quoi. Et donc ça, maintenant, en fait, ça fait que quand j'ai un client en face de moi qui veut négocier, ben ça passera pas. Et rien que dans la posture, le client le ressent. Et du coup, forcément, il va moins négocier aussi parce qu'il voit qu'il y a moins de brèches. Et maintenant, j'annonce mon prix. En fait, je dis mon prix, c'est ça. Et voilà, c'est le prix. En fait, il y a pas de discussion. Et aussi, il y a aussi un sujet, c'est que c'est pas seulement une question de posture, c'est aussi que la qualité des leads s'est bien améliorée. En fait, grâce aux méthodes Charbon en partie, on a des leads qui sont de bien meilleure qualité, qui ont plus de moyens et qui ne négocient pas. Ou qui négocie beaucoup moins en tout cas. Ouais. Récemment, on a eu une cliente qui a négocié, mais en vrai, on a réussi à trouver un accord sans baisser notre marge. Enfin, en gros, la petite combine, c'était juste qu'on a augmenté le volume de ce qu'elle a commandé, et donc sur chaque prestation unitaire, j'ai pu baisser le prix petit à petit, tu vois. Oui. Vu qu'il y avait plus de volume. Ouais, si le tarif de volumétrie. J'ai négocié avec les prestats, et puis on a conservé la même marge. Elle est contente parce qu'elle a eu chaque unité moins chère, et puis au final, tout le monde était content. On a doublé le total du coup. Voilà, on a doublé le panier en fait. Donc finalement, tout le monde était content dans l'histoire. Et puis de toute façon, elle comptait faire elle a commandé 15 podcasts, elle comptait en faire 15, donc voilà. Et du coup, petite question, parce que là, ça me vient, tant qu'on en parle, et le fait qu'on aborde autant de choses, ça m'a fait penser à quelque chose là. Vous êtes arrivé il y a 6 mois chez nous. Ouais. Du coup, vous avez vu énormément le Charbon évoluer, en vrai. Ouais. Du coup, entre les coachings, les intervenants, les événements, maintenant, on a même une intelligence artificielle. C'est quoi pour vous, genre vraiment, à titre très personnel, le truc qui fait la diff, le truc où vous dites ok ce truc là du Charbon spécifiquement par rapport à un autre soit incubateur, accompagnement, peu importe, vous vous dites ce truc là il est pas tellement duplicable et c'est vraiment hyper propre au Charbon. Bah déjà je pense que on est tous les deux d'accord sur les masterminds. Les masterminds c'est probablement la plus grosse value du Charbon parce que déjà c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans tous les accompagnements et en plus c'est généralement un week-end qui rebooste énormément. Tu rencontres plein d'entrepreneurs qui sont très motivés, d'autres qui le sont un peu moins, mais en fait qui suivent la vibe générale. Il y a des intervenants de qualité, il y a des ateliers qui sont sympas. Il y avait l'atelier Call Call. Malheureusement, on n'a pas pu le faire faute de temps, mais je sais que l'autre groupe qui l'a fait a kiffé. Donc ça, c'est des trucs qui sont super. Donc je pense que chez les masterminds, c'est trop cool. Ça permet aussi de faire du réseau, de rencontrer des gens. Et notamment pour les gens qui sont un peu seuls en entrepreneuriat, qui entreprennent dans leur coin et tout, je pense que c'est vraiment pas mal. Je pense à Lucas, par exemple. C'est Lucas qui nous avait dit que lui, ça lui faisait plaisir de voir du monde un petit peu. Donc voilà, je pense que ça, c'est le truc dont tout le monde parle. Et après, moi, un truc un peu moins obvious, qui est pas forcément propre au Charbon, mais je pense qu'il y a une qualité qu'a le Charbon qui fait que c'est quand même en fait assez unique. C'est ce que t'appelles Better Call Me. Alors ça, moi je l'ai jamais utilisé sous cette forme-là. Par contre, c'est le fait en fait de poser des questions et d'avoir un déblocage sur une question complexe. Nous initialement, on avait une grosse question sur le contenu au tout début. Et je me rappelle, on partait dans une direction, mais terrible. Vraiment, qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on voulait. En fait, on partait dans une direction Mathis Fèvre. Sauf que Mathis Fèvre, c'est ce que tu nous avais expliqué, Mathis Fèvre, il parle aux startups. Il parle à des gens qui sont dynamiques, etc. Nous, on parlait à des avocats. Et en fait, on parlait à des avocats comme on parlait à des startups, et donc forcément, on passait pour des guignols. Et ça, tu vois, c'est le genre de truc que tu le fais, et tu peux pagayer pendant des mois et des mois en ne comprenant pas pourquoi ta stratégie ne marche pas. Et justement, juste en te posant la question, en te disant, qu'est-ce que vous pensez de notre contenu? Tu nous as expliqué.
tu nous as donné ton point de vue, en fait, ça nous a débloqué le truc. On s'est dit, mais en fait, c'est juste logique. Là, on essaie de copier Matisse, alors qu'en fait, on n'a pas la même cible. Donc, ça n'a rien à voir. On doit pas du tout faire le même contenu. Je pense aussi à Lucas, là, qui est derrière la caméra. Encore ce midi, quand je suis allé le voir, enfin, quand je suis allé au coaching pour lui demander des conseils sur la stratégie de contenu, bah, ça débloque, en fait. Ça, nous, des fois, on a des dilemmes où on sait pas comment trancher. On a chacun notre avis. Et puis voilà, on sait pas, en fait. On sait pas quelle est la bonne chose à faire. On va voir le charbon et généralement, c'est le charbon qui tranche. Et c'est C'est vrai qu'on se tranche C'est beaucoup. vrai que nous, c'est comme Ouais. ça beaucoup, on a utilisé le charbon. C'était pour trancher un peu les trucs où vraiment on n'arrivait pas trop à trouver un point d'accord, sans qu'on soit forcément en désaccord, mais juste, des fois aussi, on sait pas forcément quelle est la bonne décision. C'est ça. Et après, moi, pour ma part, pour répondre, moi, je suis pas mal hypé par le système d'apport d'affaires aussi. Ouais. J'attends de voir Ouais. ce que ça va être, mais voilà. Je sais pas si on spoil un truc en disant ça, mais en tout cas, voilà, le nouveau système où potentiellement le charbon va proposer des apports d'affaires de gens qui viennent vers vous uniquement pour les agences de charbon certifiées et tout, ça peut être un truc C'est les appels d'offres, tu veux dire. super intéressant. Ouais, Ouais, c'est ça. Appel d'offres, apport Ça, d'affaires. c'est incroyable. Ça, pour le coup, je pense qu'il y a personne en France, en tout cas, qui a fait ça. Je pense que ça existe peut-être aux États-Unis, peut-être que votre inspiration vient de là-bas. Mais en tout cas, en France, je crois que, enfin, moi, j'ai jamais entendu un système un peu comme ça. Et je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Après, Ça, ouais. il y a aussi le sujet, ça, on pourra en parler en off, mais il y a aussi le sujet, moi, j'ai peur que ça crée de la compétition entre les agences. Du coup, pour l'apport d'affaires, en fait, comment ça a été réfléchi? En vrai, c'est une idée qu'on a avec Clément. En fait, que moi, je lui avais soufflé. C'était trop tôt, puisque c'était au moment où je venais de rejoindre le Charbon en tant que CSM et tout. Et en fait, la vérité, c'est que ce système d'apport d'affaires, c'est quelque chose, on n'a pas eu d'inspiration particulière, c'était vraiment hyper lié à nous, à notre itération. Moi, le fait que j'étais très proche des agences, en fait, j'ai compris un peu les besoins, les attentes. Et en fait, je me suis dit, OK, si on veut basculer en tant qu'incubateur réellement, en fait, on a besoin de créer de l'appartenance. Et pour créer de l'appartenance, il faut faire rester les gens. Et comment on les fait rester? Et en fait, le truc, c'est que bah, même avec Clément, on a monté une agence auparavant. On a encore beaucoup de contacts qui nous sollicitent en pensant qu'on a encore l'agence alors que c'est plus le cas. Et en fait, peut-être toutes les semaines, et surtout Clément d'ailleurs, on a beaucoup de demandes de clients qu'on avait à l'époque, ou même qu'on n'avait pas, qui nous demandent si on fait telle ou telle prestation, est-ce qu'on fait des sites, est-ce qu'on fait des vidéos TikTok, encore machin. Et donc en fait, on s'est dit, donc pourquoi pas réussir à interconnecter ce qu'on fait très bien dans le Charbon, à savoir aider les agences, et en parallèle, ce qu'on faisait très bien auparavant, faire de la prise de brief. Bon, à l'époque, nous, on était sur de la création de contenu vidéo, etc. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas créer un peu une passerelle entre les deux. Et c'est vraiment comme ça qu'a été pensé l'apport d'affaires. Et l'objectif étant bah, vraiment de pas créer de concurrence. Donc, c'était ça un peu ta crainte, enfin, ton questionnement là-dessus. Mais globalement, on pense qu'il y aura pas vraiment de concurrence réelle. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que par contre, effectivement, on va proposer plusieurs agences du charbon qui peuvent traiter la demande. Mais en fait, l'objectif, c'est nous juste d'aller chercher un maximum d'attractions extérieures. En fait, si cette demande, elle est que à l'extérieur, bah, il y a presque aucune chance que les agences charbon puissent se positionner dessus. Le fait que nous, on les aspire tous, bah, on est sûr de faire croquer l'écosystème. Et donc, c'est ça, c'est comme ça que ça a été pensé plus tôt. Et c'est surtout que derrière, nous, pour pousser le truc encore plus loin, on aimerait bien aller jusqu'à chercher un espèce de label. Donc en fait, on aimerait bien labelliser les agences qui sont dans le charbon. Ah oui. Et du coup, ouais, l'idée, ce serait vraiment que bah, qu'à la fin et très rapidement, en fait, ce soit les marques elles-mêmes qui viennent nous solliciter en disant bon, on sait que vous avez des agences de qualité. Parce qu'en fait, il y a aussi ce gros pain point, c'est chez les grosses marques, c'est qu'on se rend compte que très rapidement, on ne sait pas s'entourer des bons partenaires. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de turnover. Il y a aussi beaucoup ils ont beaucoup d'agences en même temps, enfin ce qui est quand même lunaire. Ça fait perdre énormément de coûts, etc. Et en fait, nous, l'objectif, c'est de créer une espèce de label où on se dit ok, les agences qui sont dans le charbon, de fait, parce qu'elles sont accompagnées, elles ont un très haut potentiel delivery. Donc, les marques le comprennent, elles viennent à nous. Et nous, après, on redistribue énormément les projets et les demandes. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a été pensé. Là, on a la version bêta de la chose, mais ça commence déjà. D'ailleurs, petite anecdote, mais juste avant le podcast, on a fait notre première mise en relation sur 4 agences qui vous concernent pas. En l'occurrence, là, c'était pour du Meta Ads, donc sur de la créa. Incroyable. À voir ce que ça va donner, mais ouais, ça fonctionne déjà C'est bien. quoi l'entreprise? C'est un de nos partenaires, Simon, qui a besoin de se faire accompagner donc sur ok. Atmada Group, sur le call notamment, et il cherche justement à se faire accompagner sur de la créa, sur du media Ok. buying. Trop bien. Donc voilà, écosystème Après, charbon. nous, bah, en l'occurrence, vous nous avez aussi apporté un client. En fait, il n'y avait pas ce système-là encore, mais vous nous avez apporté Developtacom comme client. Ouais. Ça rentre aussi dans cette idée-là d'apporter votre réseau Ouais. à des agences que vous considérez comme qualitatives C'est ça. dans le. Et puis, je pense. Et alors, pas plus tard ça, je sais pas qu'aujourd'hui, si- d'ailleurs, on a appelé un gars du charbon pour potentiellement collaborer sur un deal Ouais, commercial ouais. aussi. Enfin, c'est. Et je pense peut-être un développement là, ce qui m'est venu en tête, peut-être que vous avez déjà pensé,
ce serait aussi de permettre aux agences elles-mêmes de proposer des projets peut-être dans le système d'apport d'affaires pour les autres agences à voir. Mais je pense qu'il y a d'autres agences qui ont aussi du réseau à partager et qui peuvent avoir des demandes sur d'autres types d'offres que ce que elles font. Et du coup, au lieu de le faire, si elles avaient un système qui leur permette de transférer aux agences de charbon en prenant un petit pourcentage d'apport d'affaires, ça peut être... Ouais, bah ça c'est quelque chose qui se fait en fait assez naturellement. En fait, disons que nous, on avait la possibilité aussi d'agir là-dessus. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que l'écosystème et la communauté charbon fonctionnent déjà très bien toute seule. Et en fait, on voulait pas vraiment interférer là-dedans. Ouais. Autant pour ce qui vient de l'extérieur, on trouve que ça fait sens parce que c'est vraiment le charbon qui se montre comme une opportunité business pour les agences. Maintenant, tout ce qui se fait en cross-agence, on a tendance à pas trop mettre notre nez là-dedans parce qu'on se dit que ça vient casser une certaine authenticité et tout. Ouais, Et on sait qu'il y a déjà des agences en plus qui bossent déjà ensemble, qui créent même des offres, des co-offres, parce que synergie, parce que fit humain. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Ouais, mais ouais, on y avait déjà pensé. Mais en vrai, en fait, il y a aussi un aspect très sous-marin qui est très drôle, que je mentionne pas souvent. Mais en fait, malgré le fait qu'on vous voit tout le temps, il y a énormément de trucs qu'on sait pas. C'est vraiment partie de l'iceberg en fait qu'on voit pas, et on a des sortes d'updates comme ça après 3 semaines, 1 mois, 2 mois. On se rend compte qu'il y a des trucs assez incroyables qui se sont mis en Comme le fait place. qu'on n'avait pas de thunes pour payer le charbon au début. Voilà, c'est pas- voilà. Ça c'est une anecdote un peu malheureuse au départ. Bon, on est content. Ça s'est bien terminé. Voilà, ça se termine bien et ça continue bien, mais voilà, il y a des trucs. Là, l'autre fois, c'était avec Mélanie et Aurora qui nous disent bon bah voilà, on a un bête de projet ensemble qui va se lancer. Puis en fait, ça fait déjà 3 mois qu'elles en parlent. Nous, on n'était pas du tout au courant. Bon, je spoilerai pas du coup dans l'épisode, mais c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est des choses qu'on n'imagine pas. Ça nous tombe dessus. En fait, on vous voit au quotidien, mais on sait pas ce qu'en cross agence, ce qui se passe. Et c'est ça qui est aussi génial parce que moi, je le dis tout le temps, mais c'est une aventure humaine, quoi. Ouais. Au départ, c'est vraiment une aventure humaine. C'est pour ça que je pense qu'aussi on prend autant à cœur parfois les échecs ou les non-réussites des agences. Et voilà, c'est un peu le sujet. Mais Ok, vous êtes en plein dedans, quoi, de toute façon. Ouais. Et après, ouais, c'est aussi tout l'aspect communautaire, réseau. Là, par exemple, la nouvelle idée que tu as eue et que t'as lancée qu'il y a un jour sur Paris ou sur Bordeaux tous les mois où les agences peuvent se retrouver et bosser ensemble, je pense que c'est une bonne idée. Enfin, pour essayer que petit à petit, les gens soient pas juste virtuels et ils se voient tous les 3 mois ou tous les 6 mois un mastermind, mais que vraiment il y ait cet aspect de groupe, pas que sur School, mais aussi vraiment dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est exactement ça. Et puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Là, on est au tout début, sachant que la prochaine date, là, 10 février, sur la première promotion entre guillemets. Ouais. Mais ouais, effectivement, le but, c'est de vraiment faire une retombée, une journée où en fait, on va être de 9h à 18h sur Paris. Bon, on commence par Paris parce que c'est plus simple en termes de transport, etc. Mais le but, c'est vraiment d'axer ça sur le présentéisme. Donc en fait, c'est vraiment le charbon loue un lieu. Nous, quoi qu'il, on y va avec Lucas. Et en fait, venez bosser, quoi. Donc on essaye de créer un point de contact physique. En fait, ce qui manque beaucoup, c'est que entre les événements, les agents se voient pas. Voilà, c'est ça. Et le but, c'était de trouver une espèce de petite parade pour renforcer encore une fois cet aspect cet aspect d'agences qui se parlent, qui discutent, qui network, qui en fait n'arrive que quand il y a des événements. Le problème, c'est que l'événement, c'est déjà quelque chose qui est très solide, qui est très énergivore, avec plein de masterclass, plein d'ateliers. Donc les gens n'ont pas tout le temps le temps de bien networker, bien discuter ensemble. Et là, je me suis dit, ok, pourquoi pas créer une journée une fois par mois, où en fait, à terme, il y aura des intervenants, des Simon, des Eddy, des Laetitia, enfin beaucoup de partenaires ou non du charbon qui pourront venir défendre une expertise. Donc voilà, donc ça, je me dis, ça peut être vraiment hyper intéressant. Sentiment d'appartenance à fond. Après, on va commencer à commander du merch et à l'étaler ça se fait plaisir. dans ça. le lieu que vous puissiez. J'espère qu'on avoir en des aura un t-shirts. gratuit. Hein. Bah oui, non, mais ce sera gratuit de toute façon, hein. Let's Mais go. c'est clair. Mais je pense qu'on va faire des petites tasses, des Moi, mugs. je veux ce suite là. Ouais. Celui-là, le double zip. Ouais, mais tout Ça le vient monde me d'où, le Steve Ça réclame. vient d'où Tout le monde m'envoie tout le monde m'envoie sa taille en mode ouais, tu m'en mets un de côté, s'il te plaît. Mais ouais, non, ça c'est quelque chose qu'on va aussi développer parce que c'est trop important. Donc voilà, c'est un peu le tour de tout ça. Moi, j'aime bien finir avec une petite question. C'est pas vraiment un dilemme, mais pour finir quand même et puis après, si vous avez des trucs à rajouter, avec plaisir. Mais si vous deviez, là, vous vous mettez dans le corps du commercial, du sales charbon. Si vous deviez, en fait, résumer le charbon et convaincre une autre agence de nous rejoindre, au-delà de l'aspect promesse, au-delà de l'aspect tout le temps financier tout de suite,
ce serait quoi? Genre, qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous voulez mettre en avant du charbon? Bah moi, la façon dont je définis toujours le charbon quand j'en parle, c'est dire que c'est un incubateur d'agence qui nous a permis de passer de l'état de freelance très mauvais qu'on était à une agence qui fait voilà actuellement entre 20 et 40 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, avec du MRR, avec une croissance bonne, et des marges satisfaisantes. Voilà. Hmm. Ouais, je pense que Louis a bien résumé. Moi, j'ajouterais aussi que le charbon, ça permet aussi vraiment de s'améliorer en tant qu'entrepreneur. Moi, je pense que c'est surtout ça que ça m'a appris. Ouais. Ça m'a vraiment permis de step up mon niveau en entrepreneuriat, au-delà C'est de vrai. l'argent que ça nous a permis d'encaisser aussi. Et je pense que c'est le principal parce qu'en fait, maintenant, je me sens capable. Si par exemple là aujourd'hui on nous enlève Illustre, je me sentirais capable de reconstruire Illustre très facilement grâce à tout ce qu'on a pu apprendre en grande partie Ouais. au charbon. Avant d'arriver au charbon, on était des noobs. Bah, pour le coup, des noobs de l'entrepreneuriat, on n'est toujours pas extrêmement expérimentés, mais aujourd'hui, en tout cas, on serait capable de construire une boîte et de la rendre C'est vrai. rentable assez facilement. On Ouais, a appris c'est plein vrai. de choses, hein. On a appris le recrutement, on a appris à déléguer, on a appris à faire de l'acquisition. Ouais, c'est ça. Enfin, on En a fait, appris tellement de choses. C'est comme une formation accélérée, mais pas qu'une formation parce que du coup, enfin, c'est une formation, mais en plus t'as des coachings, etc. Et en fait, c'est voilà, on t'apprend, on te met dans la tête en accéléré toutes les choses que tu dois savoir pour faire une agence, voire même une entreprise au sens large correctement. Quoi. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est trop bien parce que ça me fait me dire un truc. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est en gros, nous on n'a pas de, enfin il n'y a pas de formule magique quoi. C'est qu'en fait on a monté une boîte, une agence en l'occurrence, qui a très bien performé, mais qui a aussi très mal performé dans le sens où on a fait énormément de bêtises, Ouais. mais vraiment des trucs qui te coûtent pour de vrai. Et en fait nous on s'est dit déjà dans un premier temps, si on arrive à faire que les agences qu'on incube ne font pas les mêmes erreurs que ce qu'on a pu faire, c'est une première victoire. Bon, évidemment, on s'arrête pas du tout à ça. C'est pour ça que il y a des promesses, il y a des logiques de croissance très exponentielles et tout. Mais c'est vrai que nous, au départ, on arrivait vraiment avec cette mentalité en fait, on a fait tellement n'importe quoi et on a fait des trucs qui étaient tellement bangers. En fait, on va garder que le bien et on va créer un raccourci. Le Et ce mec qui est faisait cool- 100 cas par mois, il nous dit qu'il faisait n'importe quoi quand même, hein. Enfin, Ouais, mais parce que vraiment, je te jure que tu peux faire n'importe quoi, même à 1 million. J'en suis persuadé. ouais. Parce que, et on en parlait d'ailleurs un peu tout à l'heure, mais Ouais. en fait, si tu fais 100K avec 15% de marge, t'as une vie horrible. Ouais, bah oui. Tu vois? Parce qu'en fait, les gens confondent la valeur qui existe entre le chiffre d'affaires et la trésorerie. Ouais, ouais. Et ce qui te fait vivre, c'est pas du tout ton chiffre d'affaires. C'est ça. Et ça, c'est un truc que déjà, 90% des gens qu'on commence à adresser dans le charbon au tout début, ils ne le comprennent même pas. Ouais, bah nous, c'est que depuis. On comprenait pas non plus, hein. C'est que depuis quelques semaines là qu'on calcule vraiment très précisément chaque mois quelle est notre marge brute, quel est notre EBITDA à la fin, Bah oui. qu'on voit notre MRR grossir petit à petit C'est ça. pour voilà. et qu'on On fait une suivait la marge différence, brute depuis le début du charbon quand même. Ouais, sur chaque projet, mais pas Mais sur ça chaque suffit mois. pas. En fait, ça suffit pas la Oui. marge brute. La marge brute, ça suffit vraiment pas parce que ça ne correspond pas du tout à la trésorerie. C'est dépend ça. de tes charges, C'est- tes coûts fixes après. Ouais, quoi, c'est en ça. fait. Bah En oui. fait, c'est la métrique qui compte le plus pour nous, c'est les bidas. Je pense que c'est le truc le plus pertinent. Et puis du coup, ça, on l'a calculé il y a quelques semaines en fait. Jusqu'à maintenant, on avançait quand même un peu à l'aveugle niveau EBITDA. Enfin, Bah, ouais, en c'est fait, vrai. au début, ça fonctionne parce que tu as un volume qui est gérable. Ouais. Et en fait, très rapidement, quand tu commences à avoir plus de volume, c'est plus de charges. Et en fait, parfois, il y a même, ne serait-ce que dans tes offres, il y a des fois, il y a une offre et en fait, tu ne le calcules pas comme ça et tu t'en rends pas forcément compte. Mais il y a une offre qui va engager plus de charges, mais sur la même base que de ce que tu avais travaillé auparavant. Donc, tu te dis, OK, en fait, comment ça se fait que je facture autant, mais je perds plus? Parce qu'en fait, il y a un petit facteur que tu n'avais pas calculé qui, répété sur l'année, sur 6 mois, 4 mois, 5 mois, c'est énorme en fait. Et ça, c'est quelque chose qui vient totalement entacher ta trésor. C'est de la capacité d'investissement dans autre part que tu peux pas avoir. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un pilotage qui soit impeccable et pixel perfect, quoi. Mais du coup, là-dessus, ouais, nous, on s'est très vite construit un Google Sheet de calcul de marge, en fait. Ouais. Et du coup, sur chaque projet, dès qu'on a une nouvelle commande ou autre, on va là-dedans, on fait une nouvelle page, enfin, on duplique le modèle et on rentre toutes les dépenses, tous les coûts liés à la prestation. On met la marge qu'on souhaite et ça nous donne le prix qu'on est censé afficher au client. Et du coup, notre règle, c'est qu'à chaque fois, on va pas en dessous du prix qui est donné, quoi. Très clair. En gros, c'est ça. Bah oui. Non, mais et puis maintenant, vous pouvez vous le permettre parce que vous avez les use cases, parce que vous avez le mindset qui suit, enfin la posture de dire non, en fait, c'est pas possible pour nous. Comme tu disais, en fait, il y a un truc que vous faites qui est très smart et c'est ce qu'on apprend tout le temps de toute façon, mais c'est de dire non, en fait, là, je peux pas. C'est même pas une question de volonté, je veux pas t'arranger. C'est juste que si je le fais, je suis pas rentable Ouais, c'est ça. et je suis pas à l'aise. Exactement. Et en fait, à partir de ça,
En fait, c'est la différence entre vivre et survivre. C'est Ouais. ça. Et vous voulez vivre et pas survivre, quoi. En Ouais, fait, c'est quand, à partir du moment où tu sais que si tu fais une presta, au final, il va te rester 5% ou même pas, et ben en fait, t'es beaucoup plus à l'aise de dire à quelqu'un, bah non, désolé, parce que tu te sens pas mal en fait. Tu vas pas te dire, Bah oui. ah merde, je le refuse, je passe à côté d'un truc. En fait, non, parce que tu passes à côté de rien. Du coup, bah t'as plus aucun remords à refuser une presta ou Exactement. à dire que tu peux pas négocier un prix parce que bah tu sais pourquoi tu le fais quoi. Ce que disait Tim au début en fait. Ouais, C'est ça. exactement ça. C'est vrai qu'on dort beaucoup mieux depuis qu'on a des bonnes marges, hein, quand même. Ça, c'est vraiment Ça fait un truc, peu slogan. Déjà on de gagne pub, de l'argent tu sais. quoi. Ouais. Oui. Déjà on se paye. Oui, Ouais. ça c'est un truc qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a rejoint le charbon du coup tout début août et on a commencé à se payer au cours du mois de septembre. Hmm. Voilà. Donc Ça, c'est plaisant. alors qu'avant C'est plaisant. pendant les 8 mois, les 10 mois même qui ont précédé de l'agence, on s'était jamais payé. C'est ça. Ça, c'est une très très belle victoire aussi. hein. Ouais, ça c'est vraiment un très, C'est très beau symbolique, celebrate. c'est très symbolique parce que quand bien même tu commences à pas beaucoup, moi je me rappelle, c'est comme nous à l'époque avec Horus et tout, c'est en fait le premier truc que tu reçois, c'est vraiment la matérialisation du Exactement. travail que tu as eu. Ouais, Et tout à ça fait. veut rien dire, au début c'est 1002, 1003, 1004, enfin on s'en fiche, Mhm. c'est juste ce truc de OK, j'ai créé de la valeur et cette valeur me rémunère. Ouais. Hmm. Et en fait, ça change tout dans la tête d'un Ouais. entrepreneur, tu vois. Et puis C'est on n'a ça. jamais fait de pause de salaire depuis. Notre salaire n'a fait qu'augmenter. Il n'y a jamais eu pour l'instant un mois où on devait se dire C'est la là on merde peut pas de se payer. payer. Voilà. Pour Et ça l'instant. c'est magnifique, Ouais, c'est-à-dire que c'est ouais, exponentiel et que c'est solide et que c'est stable. Et il nous reste de la marge après cette payée. Enfin, on n'est pas non plus avec une trésorerie qui est en vrac. Ouais. Donc c'est quand même c'est sacrément agréable. Ce qui nous permet de faire des investissements aussi. Donc là, par exemple, je sais pas, récemment, enfin, on parlait d'acheter une voiture, notamment. Bon, c'est pas encore fait, mais on parlait d'acheter une voiture. Bon, on a la trésorerie pour. Trop bien. Ce qu'on n'aurait pas là avec dans notre ancien modèle, on n'aurait jamais pu imaginer avoir la thune pour acheter une voiture. Il fallait payer le salarié pour commencer et puis il Ouais. restait pas grand chose Bah après oui, quoi. c'est ça, ouais. Ou justement commencer à prendre un salarié bientôt, ce genre de choses. Ouais, ça on commence à y réfléchir parce que maintenant on est dans une bonne position pour le faire. Bah là, du coup, retour à la case départ, mais avec des bases, quoi. C'est ça, C'est ça, c'est ça. exactement. Donc c'est génial, franchement, plus tard. trop belle success story. Mm. Est-ce que vous avez des trucs à ajouter? Parce que moi, j'ai fait un peu le gars sous sa trame très académique, mais est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez rajouter? Est-ce qu'on clôture Bah, cette... c'est juste que moi là, ce que j'ai en tête quand même, c'est que je pense que la clé, là, c'est plus même un conseil en vrai, je pense, de manière générale pour une agence, c'est que la clé, c'est que en gros, enfin nous, ce qui fait aussi qu'on est serein, c'est qu'on a du MRR en fait. C'est qu'on sait que là, sur toute l'année 2026, on va encaisser au moins tel montant par mois et que ce MRR va faire que croître tant qu'on délivre bien nos prestataires. Mm. Et qu'en plus, ce MRR, nous, on a une offre qui nous permet aussi de le compléter avec du ponctuel tous les mois. Mais qu'en gros, du coup, je dis pas que toutes les agences doivent faire du MRR, mais en tout cas qu'il faut avoir soit une offre récurrente, donc Ouais. du MRR, Mm. soit un système d'acquisition très solide qui te permet d'assurer que tous les mois, tu vas avoir des nouveaux clients ponctuels. C'est soit l'un soit l'autre, et sinon, si t'as ni l'un ni l'autre, tu peux pas être serein et t'as pas de visibilité en fait. Mm. Donc nous, ce qui nous aide beaucoup, c'est vraiment d'avoir cette offre-là récurrente. Mais en fait, tu vois, par exemple, Mathis, il a pas de récurrence, mais par contre, enfin, je veux dire, sûrement qu'il y a des clients qui reviennent souvent, mais son offre en soi, c'est des packs. Mais par contre, il a un système tellement solide qu'il sait que tous les mois, il va avoir des nouveaux clients qui vont arriver. Et donc, même sans récurrence, en fait, il arrive à avoir une certaine forme de visibilité et de sérénité, quoi. C'est vrai. Donc, c'est soit l'un Ouais. soit l'autre. Non, mais c'est exactement ça. C'est soit en fait et ça c'est ta culture de boîte, c'est ta culture d'agence. Tu peux pas la deviner. C'est pas quelque chose que tu peux imposer, sauf si t'en as une idée, que voilà. Mais c'est soit tu privilégies ta force commerciale, soit tu privilégies ta force de delivery. Mm. Et en fait, soit tu comptes sur un delivery qui est tellement bon que les gens ne veulent plus partir, tu vois. Soit et d'ailleurs il y en a qui le font très très bien dans le charbon. Et à partir de ça, si tu arrives à t'affranchir de ce truc delivery, que tu te dis ok, je peux me permettre plus de one shot parce que j'ai une force commerciale qui est exceptionnelle, let's go aussi, tu vois, les deux fonctionnent. Nous, c'est vrai que dans un premier temps, on a tendance à penser plus delivery parce qu'en fait, c'est plus facile, c'est connu cette phrase, mais Bien sûr. plus facile de signer un client qui t'a déjà acheté Ouais. et Mhm. plus facile de le resatisfaire que de devoir reprouver finalement dans un call ou dans un Et souvent, un en plus, sales. le premier deal, c'est le plus petit. Hein. bah oui. Généralement, ton premier deal, il est petit, et puis Bah après, oui. c'est la resignature qui Exact. commence à faire beaucoup d'argent. Ouais, c'est le principe de l'upsell, etc. Mais, Mhm. mais voilà, donc en tout cas, c'est exactement ça. C'est soit effectivement, tu as une force commerciale qui est tellement avérée que tu n'as même pas besoin forcément de garder les gens, et donc tu peux avoir un pack unique, soit bah, effectivement, tu es dans une mécanique de je mets tout sur le delivery, je crée de la rétention, une lifetime value qui est hyper grosse, et en fait, tu es gagnant à la longue, quoi. Et au-delà du delivery, c'est aussi réussir à trouver peut-être une niche qui te permet de faire du récurrent en fait. C'est-à-dire C'est que ça. nous aussi, la subtilité qui est aussi à notre avantage, c'est que nous on est sur une niche, du coup le podcast, où en fait c'est forcément récurrent.
quasiment personne fait un podcast une fois et ça n'a pas s'arrête, de sens. tu vois. Donc en fait, nous dans notre niche, c'est pas juste qu'on délivre bien et que les gens en reveulent, c'est qu'en fait, par principe, le podcast c'est du récurrent Bah oui, et du coup, les gens restent forcément tant qu'on fait du travail en fait qui est satisfaisant, les gens restent sans qu'on ait besoin de over deliver tout le temps, tu vois. exact. Non, mais c'est très clair. C'est hyper intéressant comme analyse et c'est clair qu'il y a des choses de fait. En fait, tu fais pas un podcast et tu t'arrêtes, quoi. Donc, C'est hyper intéressant. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter, les gars. Je sais pas si Non, nous non plus. Non, c'est ça bon, vous ouais. va. On termine là-dessus. Bah ouais, carrément. Merci. Je fais juste une petite outro, Ouais. mais merci beaucoup pour ce moment dans vos locaux. C'est hyper sympa parce que, encore une fois, moi, j'en avais un peu marre des visios. Ouais. Bah Je me oui. suis dit, allez, on va s'incruster chez Illustre et on va voir un peu ce qu'ils font. Ouais, et surtout qu'on c'est est en plein génial. Paris, quoi, donc c'est accessible. Bah, c'est ça. Mm. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'il y a des belles choses qui se profilent même entre nous, mais ça, on le spoilera pas maintenant. Ouais. Mais trop bien, trop content. Merci Ouais. à vous. Ouais, bah, merci à toi. Puis, au prochain plaisir. podcast, hein.